Bonjour à tous, Samuel au micro pour cette nouvelle édition d'On Jase là, l'émission où on discute d'un nouveau sujet à chaque semaine avec mes fidèles collaborateurs, Rosemary. Bonjour. Marc-André. Allô. Et nous recevons cette semaine Anthony. Bonjour. Que vous avez sûrement déjà entendu dans une précédente émission. En fait, ça a été notre premier invité. Il est venu nous parler de géopolitique, précisément en fait d'impérialisme iranien. Donc, si vous êtes féru d'histoire, je vous recommande cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté. Puis, dans le fond, on a invité Anthony parce que le sujet dont on va discuter aujourd'hui, Marc-André, ça concerne la géopolitique. On va parler du nouvel ordre mondial. Ouais, exactement. Puis là, je veux tout de suite... Il y en a peut-être des conspirationnistes qui vont voir le titre. On parle pas de théorie de la conspiration, du complot. Fait que, tu sais, si c'est ça qui vous intéresse, je vous suggère d'arrêter d'écouter maintenant parce qu'on n'embarque pas dans ces niaiseries-là ici. Ou de l'écouter et de développer votre culture. Ouais, c'est peut-être mieux ça, en fait, ouais. On va être positif. Développer votre esprit critique. Puis en fait, je vais te corriger, on va parler de nouveau désordre mondial. Ouh! Parce qu'on s'en va vers beaucoup de changements. On le voit avec Trump et ce qui vient des États-Unis, la montée de la Chine et tout ça. Donc on va aborder cet aspect-là. Puis un peu aussi voir l'évolution depuis la Deuxième Guerre mondiale du système international, puis vers où on s'en va probablement. Encore un épisode qui va finir en queue de poisson, là. Ouais, sûrement. Fidèle à moi-même. Classique Marc-André. Puis toi, Sam, à la fin, justement, pour éviter de tomber sur une note négative, tu vas nous parler de musique. Oui, on va encore parler en fait de musique nostalgique. Donc je vais vous présenter en fait le dernier album de Gunship qui est sorti au tout début du mois d'octobre. Encore une fois dans la mouvance Synthwave, si vous vous souvenez, la dernière chronique que j'ai faite, c'était sur l'album, sur le dernier album de Dance with the Dead. Donc on reste un peu dans la thématique, mais là on tombe dans quelque chose d'un petit peu plus... un peu plus atmosphérique, moins Halloween. J'ai bien hâte de vous en parler. Mais avant toute chose, fidèle à nous-mêmes, Rosemary, qu'est-ce qu'on boit? Donc aujourd'hui, on boit la bière Niet de la brasserie Hochelag. J'ai choisi un peu cette bière-là pour le nom que je trouvais juste beaucoup trop cute, Niet. Donc oui, brasserie Hochelag qui est située à Montréal. Donc c'est une Hefeweizen qui est une bière de blé d'inspiration allemande mais qui est brassée avec du pain récupéré en fait. Du pain qui vient de la Bête à pain, qui est aussi située à Montréal, qui est un resto, pâtisserie, service de traiteur. Donc dans le fond, ils font affaire avec la Bête à pain pour prendre leur pain qu'ils vont récupérer dans le fond pour faire la bière. Donc, c'est une bière qui est aussi brassée avec 100% d'ingrédients québécois, ce que je trouvais quand même important et le fun à mentionner. C'est pas la première fois, je crois, que un schlag font ça. Je sais qu'ils l'ont fait pour leur Calabia, puis une autre bière, je crois, je suis plus certaine. Mais oui, donc 100% d'ingrédients québécois. Donc, c'est une bière à la robe jaune opaque, assez... classique des Hefeweizen quand même. Le col mousseux est quand même important au début, mais il se dissipe plutôt rapidement. Au nez, on a vraiment des arômes de céréales, de pain et de blé. Puis je trouve que, contrairement à la plupart des Hefeweizen, elle sent un peu amère, ce qui est assez rare. En bouche, on a vraiment des goûts de blé, de pain, d'épices, un peu de houblon. Elle n'est pas si amère que ça finalement, mais je sens quand même une toute petite amertume qui se dissipe assez rapidement. Pourtant, la bière, je crois qu'elle a une IBU de 15 ou 16, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais en tout cas, personnellement, je l'ai trouvée un peu plus amère que la plupart des Hefeweizen. De plus, moi, j'ai pas trouvé l'espèce de goût de banane typique des Hefeweizen qui est dû à la levure qui est utilisée. Je ne l'ai pas vraiment eu dans cette bière-là. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une bonne bière, assez différente des Hefeweizen qu'on connaît bien. Tu sais, on retrouve vraiment la couleur, la texture, mais vraiment dans le goût, je trouvais qu'elle était assez différente. Elle sort du lot. Vraiment. Moi, je l'ai bien aimée, mais moi qui est une très très grande fan de Hefeweizen classique, je dirais pas que j'étais déçue, mais j'aurais préféré pas savoir que c'était une Hefeweizen, puis je l'aurais probablement plus apprécié parce que j'avais des attentes qui n'ont pas nécessairement été atteintes. C'est ce dont je me doutais justement. Si tu t'attends à une Hefeweizen, tu vas être déçu parce que c'est vraiment pas la même palette de goût. Non, c'est ça. Mais pour ceux qui aiment pas les Hefeweizen, je pense essayez-la parce que pour vrai, c'est vraiment très 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 différent. Puis, somme toute, c'est une très bonne bière. Donc, c'était la Niet de la brasserie Hochelag. Bien, merci beaucoup, Rosemary. Ça fait plaisir. Une excellente bière. Alors, sur cette gorgée, Marc-André, le désordre mondial. Qu'est-ce que c'est?
Ben oui, le désordre mondial, ben en fait, aujourd'hui, on va parler de polarité, puis non, je parle pas de batterie. Mais de polarité. Wow! C'est bon, hein? J'ai dû penser. Je pense que c'est la bière qui me fait cet effet-là. Oui, 3 gorgées de bière. 3 gorgées de bière, c'est tout ce que ça me prend. On va parler de politique à la place. Oui, exactement. Donc, de polarité dans le système international. Donc, là, je sors mes grands mots, là. Mais, en gros, ce qu'on voit dans le système international, c'est qu'il y a toujours un ou des États qui dominent un peu les règles du jeu. Par exemple, on va commencer avec peut-être l'exemple le plus connu, l'exemple moderne le plus connu, c'est-à-dire la bipolarité. Donc, on retourne dans le temps de la guerre froide, on avait d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'URSS qui se battaient pour influencer le plus grand nombre d'États possible pour être dans leur sphère d'influence. Donc, c'est ça, le pouvoir est vraiment distribué en 2 États qui ont la majorité d'influence économique, militaire et culturelle à une échelle qui est internationale ou régionale. Donc, une bonne façon justement de savoir c'était qui ces 2 groupes-là, c'est de regarder, il y avait 2 institutions qui dominaient puis qui délimitaient justement les lignes des sphères d'influence. On parle bien évidemment d'Organisation du traité d'Atlantique Nord, donc l'OTAN qui est l'organisation militaire qui a été créée par les États-Unis avec leurs alliés européens, le Canada en fait partie. Et il y avait de l'autre côté le Pacte de Varsovie qui était donc la Russie, l'URSS en fait, et les alliés du bloc de l'Est. Donc, on pense à la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, par exemple. La Tchécoslovaquie dans le temps, en fait, à ce moment-là. Puis, dans le fond, chacun de ces blocs-là compétitionnait pour ajouter des pays. On l'a vu, par exemple, avec l'Afrique, dans la période de la décolonisation. Chacun essayait de convaincre les pays nouvellement indépendants de rejoindre leur côté. Mais on avait aussi, face à ça, un mouvement des non-alignés. Donc, des pays qui n'osaient pas se dire plus avec les Américains ou plus avec les Soviets. Ça, c'était mené par la Yougoslavie. Mais tu sais, on s'en fout un peu de la Yougoslavie dans le fond. Qui se souvient vraiment de la Yougoslavie? À part moi je tripe sur la Yougoslavie, mais je suis vraiment l'exception. On va se souvenir des Tito. Ouais, puis c'est ça. Puis même là, c'est encore drôle. Mais c'est ça. Bref, fait que oui, il y avait un 3e mouvement, mais on parle quand même encore de bipolarité parce que ce mouvement-là, même s'il y avait des pays comme l'Inde, par exemple, qui en avaient partie, il n'y a jamais vraiment eu de traction, ils n'ont jamais eu de programme ou d'idée d'imposer un système alternatif et tout ça. Puis justement, on avait un mélange de pays plus près du communisme puis d'autres plus près du capitalisme, justement, avec la Yougoslavie d'un bord ou l'Inde de l'autre. T'sais. C'était quand même intéressant parce que c'est arrivé vraiment après, en fait, la présence des grandes puissances européennes qui se partageaient le monde, mais dont il y était quand même un certain groupe. C'était plusieurs entités qui se sont vraiment comme partagées autant l'Afrique, l'Amérique du Sud que l'Asie aussi, là. Oui, exactement. Puis c'est un peu justement, je pense que c'est pas pour rien que c'est arrivé à ce moment-là qu'on a une bipolarité, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, où là, justement, il y avait déjà eu une Première Guerre mondiale qui avait affaibli les puissances dominantes de l'époque, donc les puissances européennes, on pense principalement à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne. Il y a une Deuxième Guerre mondiale qui est vraiment venue les mettre encore plus à terre, puis qui ont fait que, d'un côté, il y en a qui sont rangés du bord américain. Dans le cas de l'Allemagne, parce que l'Allemagne de l'Ouest, plus ou moins par choix, dans le cas de l'Allemagne de l'Est, plus ou moins par choix, de se rendre du côté des Russes, mais justement que là, on avait 2 grands nouveaux empires, ou un empire plus récent, malgré que les Russes aient été là depuis longtemps. Tu sais, vraiment que là, ils s'étaient constitués sous le régime communiste pour vraiment le prendre le dessus, puis essayer de dominer le monde. T'sais. Puis une forme d'empire vraiment différente aussi de ce à quoi on était habitué. On parle plus de territoire, mais on parle vraiment de zone d'influence. Exactement. C'est ça. Donc, de pays qui, même s'ils sont un pays indépendant et différent, ont quand même pas le choix à certains niveaux de s'allier aux politiques du pays qui les domine. Ça, c'est autant du bord américain que du bord soviétique qu'on va voir ça. Et justement, qu'est-ce qui vient différencier ces 2 blocs-là? C'est le système économique. Donc d'un côté, les capitalistes, de l'autre bord, les communistes. Justement, une façon que ces États-là vont trouver, que ces blocs-là vont trouver pour justement renforcer leur bloc, renforcer leur système à eux, c'est de créer des institutions internationales pour favoriser leur système économique. Les Russes l'ont moins fait, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les Américains l'ont fait surtout avec ce qu'on appelle le système de Bretton Woods. Bretton Woods, c'est une ville au Connecticut où il y avait eu des rencontres vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale entre les Américains et leurs alliés européens, majoritairement, pour justement créer des institutions pour renforcer puis réguler le capitalisme. Donc, on va penser au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, à ce qu'on appelait à l'époque le GATT,
qui est en fait l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, c'est de créer des institutions où chacun peut parler, mais avec une voix, une force qui est une force qui est différente. Les États-Unis étant celui qui le finance, a une plus grande, peut plus influencer ce que les autres vont faire, vont avoir un plus grand poids dans les décisions. Et ça va créer des règles que les pays qui sont membres de ça, justement, vont appliquer pour commercer entre eux ou pour réguler leur système financier. Au même moment, on a aussi une institution qui est plus neutre, qui est créée. Je parle bien évidemment de l'ONU, donc qui est créée à la fin de la guerre, et dans le but d'éviter une autre guerre qui soit aussi meurtrière que la Deuxième Guerre mondiale. Donc son mandat principal, c'est d'avoir des opérations de maintien de la paix. Les États-Unis et l'URSS ont chacun un droit de veto dans les décisions majeures de l'ONU, mais c'est quoi le problème avec ça? C'est que quand tu as deux pays qui dominent, puis que les deux sont foncièrement opposés sur énormément de sujets, ben bonne chance pour voter une résolution pour envoyer l'armée ou envoyer des forces militaires dans un pays, quand la plupart des pays vont être dans une des deux sphères d'influence, t'sais. Donc oui, c'est arrivé qu'ils ont réussi à en envoyer. On peut penser au canal de Suez en Égypte, par exemple, des années 50, où là, c'est vraiment la naissance des casques bleus, puis bon, un des mythes fondateurs du Canada avec Pearson, justement, qui va mener ce combat-là pour rétablir la paix au canal de Suez. Donc oui, l'ONU accomplissait son rôle de maintien de la paix, mais d'une façon, au final, très limitée à cause de ce contexte-là. Un gros conflit d'intérêts, finalement. Ben c'est ça. Puis justement, quand on regarde l'histoire de l'ONU, ben, à partir des années 70, le budget pour le développement économique et social, puis les échanges culturels vont être énormément plus grands que celui du maintien de la paix, parce que ben, tu as moins de chances d'avoir une opposition entre les Soviets et les Américains là-dessus. C'est plus facile d'envoyer de l'argent pour aider un pays en Afrique qui est nouvellement indépendant que d'envoyer l'armée pour régler un cas de conflit au Vietnam, par exemple. Par exemple. Et justement, ça m'amène à parler de guerre. Ben là, on avait ce qu'on appelait des guerres de proxy. C'est-à-dire que les États-Unis et les Soviets, au lieu d'entrer en guerre directement entre les deux, faisaient la guerre dans un État tierce où finançaient les armées d'autres pays pour s'attaquer, pour faire des gains, puis ramener encore plus de pays dans leur sphère d'influence pour affaiblir l'autre côté. Pourquoi ils faisaient ça? Ben, parce qu'on avait l'arme nucléaire. Puis donc, si jamais les deux rentraient en guerre, il y avait des bonnes chances que ces armes-là soient utilisées. Et donc, on avait un cas de destruction mutuelle assurée, où si un pays attaquait l'autre avec son arme nucléaire, ben l'autre aussi en envoyait ses armes nucléaires, puis là, ben, ça faisait boum partout. Puis ça, on veut pas ça. Non. Donc, ce qu'on a vu, par contre, de quand même positif face à ça, c'est qu'il y a eu une diminution dans le nombre de guerres durant la période justement de bipolarité qui va aller jusqu'à la fin de la guerre froide. Donc on a quand même eu une quarantaine d'années. Oui, il y avait encore des guerres, il y avait encore des conflits, mais comparé à ce que c'était historiquement, c'était diminué à cause de ces deux pouvoirs-là, justement, qui contrôlaient un peu plus la game. Mais il y avait toujours une épée de Damoclès en haut du jeu, parce que s'agissait d'une erreur, puis à un moment donné, justement, il y a une bombe nucléaire qui pouvait partir, puis c'était la fin. Puis là, justement, ça nous amène au monde dans lequel on vit actuellement, encore pour l'instant. C'est-à-dire un monde unipolaire. Donc, on a eu la chute du mur de Berlin en 1989, on a eu l'implosion de l'URSS 2 ans plus tard, puis là, ce que ça a fait, c'est qu'on s'est retrouvé avec une seule puissance dominante, les États-Unis. Il y a un politologue célèbre qui s'appelle Francis Fukuyama qui a dit à ce moment-là, quelques années plus tard, que c'était la fin de l'histoire. Que la démocratie libérale avait gagné, que le capitalisme avait gagné et que c'était le système ultime. Un optimiste. Ouais, on peut dire ça. Naïf. Mais à l'époque, on pouvait être porté à le croire. T'sais. Encore aujourd'hui, on regarde le budget militaire des États-Unis, ça équivaut à peu près à la moitié du budget militaire mondial. La marine et les porte-avions américains sont encore loin devant ceux de ses compétiteurs. La force nucléaire américaine ferait qu'il pourrait probablement attaquer la Russie avant même que la Russie ait le temps de contre-attaquer. Puis un budget de recherche et développement en défense qui est 80% plus élevé que celui de la Chine, qui est vraiment son plus proche compétiteur. Puis donc ça fait que les États-Unis ont une capacité de projection de pouvoir qui est inégalée à l'échelle globale. Donc on peut être porté justement à croire que ce système-là pourrait perdurer.
En termes économiques, on voit que le système de Bretton Woods va prendre encore plus de place. Donc, le GAC va devenir l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, au milieu des années 90. La Chine et la Russie vont finir par l'intégrer. Donc, quand même, les deux porte-étendards du communisme qui intègrent un système pour réguler du commerce international. Faut le faire. Ouais. Faut le faire. Donc, justement, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de quel système économique a gagné, c'est clairement le capitalisme. Puis là-dessus, on peut peut-être être un peu d'accord justement avec Fukuyama, puis dire, effectivement, c'est peut-être la fin de l'histoire, ou en tout cas, la fin pendant un moment d'un conflit entre deux systèmes économiques, tu sais. Puis justement, ça mène aussi à une période de croissance économique extrêmement importante dans les années 90, majoritairement en Chine, mais aussi partout ailleurs dans le monde, tu sais, même aux États-Unis, justement, il y avait une bonne croissance à ce moment-là. Et ça mène aussi, le fait d'être dans un système unipolaire, c'est que c'est le retour de l'ONU dans son rôle de maintien de la paix qu'elle peut vraiment maintenant assumer. Puis juste dans les années 90, en 10 ans, elle a fait plus de missions de maintien de la paix que dans les 40 premières années de son existence. Pourquoi? Parce que tu avais seulement... Oui, il y avait tout le temps des dissensions, on veut pas, avec la Chine puis les Russes à l'ONU, mais tu avais vraiment les États-Unis qui dominaient le système. Donc, c'était beaucoup plus facile justement d'intervenir, mais ça n'a pas toujours donné des bons résultats. On a juste à penser à la Bosnie ou le Rwanda, que ça finit en massacre. Mais malgré tout, l'ONU prend un rôle beaucoup plus important dans ces années-là, qui démontre bien justement l'avantage d'avoir une seule puissance qui domine le système international. Si on regarde du côté militaire, ben, l'OTAN, logiquement, elle aurait dû disparaître parce que son but, c'était d'assurer la défense de l'Europe de l'Ouest face à l'URSS. Puis là, on s'entend que la Russie, c'était plus vraiment une menace dans les années 90, puis même aujourd'hui, ça l'est. En tout cas, ça l'est, mais ça l'est plus ou moins encore. Là. Mais malgré tout, l'OTAN va rester, les pays est-européens vont venir la rejoindre, beaucoup d'entre eux. Puis elle va commencer à modifier son mandat pour faire plus de maintien de la paix, comme l'ONU, mais sans avoir besoin de l'approbation de tout le monde, en tout cas du Conseil de sécurité de l'ONU, les 5 pays principaux, pour partir en guerre. Puis c'est ce qu'on a vu par exemple avec la guerre d'Afghanistan en 2001, ça a été fait sous mandat de l'OTAN, ou encore avec le Kosovo dans les années 2000. Et justement, ce qu'on devrait se dire, c'est ok, là on a une puissance qui domine, c'est les États-Unis, sont imbattables, ils vont être moins en guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend comment on utilise cette invincibilité-là. Si ça nous sert à étendre des tentacules, ça peut juste déchaîner plus de violence. Exactement. Maintenir l'ordre puis étendre ses tentacules, c'est deux choses différentes. Sans compter que quand tu as l'appareil militaire en place, je veux dire, c'est tentant de s'en servir parce qu'il est disponible. Exactement. Les risques sont faibles, même s'ils gardent quand même certaines marques de guerre ratées, comme par exemple le Vietnam, là, ou l'Irak aujourd'hui. Là, on reconnaît beaucoup de critiques à cet égard-là aussi. Ben exactement. Puis ça montre un peu le problème d'être la puissance mondiale. C'est que tu es aussi pogné à être un peu la police du monde. Fait que ça fait qu'il faut que tu sois plus impliqué dans les conflits, que ça soit vraiment en envoyant des troupes sur le sol ou en faisant du financement, en faisant de l'entraînement. Mais c'est ça, donc ce qu'on a vu justement, c'est que les États-Unis sont ramassés à faire la guerre avec des petits États. Tu t'as mentionné l'Irak, Sam, je pense que c'est le meilleur exemple. On peut penser aussi, comme j'ai dit précédemment, à l'Afghanistan. Ça a aussi mené à la montée du terrorisme, parce qu'il n'y a pas un pays qui peut les attaquer directement. Fait qu'est-ce que ça fait? Ben, le monde qui sont en maudit contre les États-Unis vont s'organiser autrement. Puis bonne chance pour défaire des cellules terroristes. Ça se fait de défaire une cellule ou des cellules, mais de défaire l'idée même du terrorisme, ça a toujours existé. Ben c'est ça. Puis là, justement, c'est que tu vas avoir des États comme l'Iran, que tu me parlais, Anthony, il y a plusieurs mois de ça, qui va financer des organisations terroristes. T'sais. Ça va être leur moyen de... Ils vont pas battre les États-Unis comme ça, mais ils vont juste être l'épine dans le pied qui est fatigante. La petite abeille qui vient picosser, tu sais. Et justement, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde la période de puissance unipolaire américaine, donc de 91 à aujourd'hui, ça représente 10% de l'existence des États-Unis comme pays, mais 25% du temps que le pays est en guerre depuis sa fondation. Quand même. Ouais, donc okay. c'est ça le problème justement d'être la puissance. C'est ça. T'es obligé, t'as comme plus ou moins le choix. T'es tout le temps pris là un peu, c'est ça. Puis là, ce qu'on voit justement, le cas d'Irak fait qu'ils sont juste incapables de s'en sortir, puis pareil avec l'Afghanistan. Je veux dire, l'Afghanistan, c'est la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis, tu sais. Ça en dit long quand même. Donc,
à l'échelle mondiale, il y a moins de guerres de grande envergure ou opposant des puissances importantes, mais pour la puissance dominante, ça fait qu'un poignet justement aller se promener un peu partout. Team America. Exactement. World Police. Puis justement, quand on regarde d'autres puissances unipolaires dans l'histoire, ben ils ont aussi tendance à créer certains des problèmes qui vont mener à leur chute. On pense par exemple à Napoléon avec la France au début des années 1800 qui veut à tout prix aller attaquer la Russie puis prendre le contrôle jusque-là, puis que aller faire la guerre en Russie l'hiver, c'est jamais une bonne idée. On n'avait pas encore inventé les Canada Goose à cette époque. C'est ça. Puis aux États-Unis, qu'est-ce que c'est les problèmes qui sont créés? Les guerres de Bush, on vient de les mentionner. La présence militaire interventionniste un peu partout dans le monde, qui vient créer des problèmes à la maison, qui vient polariser les gens, certains qui sont pour, certains qui sont contre, qui vient poser des questions fondamentales sur c'est quoi notre rôle, c'est quoi le rôle de notre pays, pourquoi est-ce qu'on devrait mettre autant d'argent pour une guerre à l'autre bout du monde quand on n'a pas de système de santé, par exemple, des trucs comme ça. Il y a la crise financière de 2008 aussi qui a été causée par l'absence de régulation du système capitaliste, en tout cas de régulation assez forte. Puis c'est ça, donc une forme de capitalisme peut-être un peu trop radicale, que s'il y avait eu un contrebalance d'un autre côté, ça serait peut-être jamais rendu jusque-là. Donc tout ça, ça amène un doute chez une bonne partie de la population sur le bienfait d'être aussi présent à l'international. Puis encore là, c'est ça, c'est le problème de la puissance unipolaire, c'est que tu portes c'est que tu portes le fardeau de devoir être un peu partout. Puis où est-ce que ça nous a mené? À Trump. À Trump, exactement. Puis tu portes la responsabilité de tous les échecs aussi. Quand t'es responsable de tout, t'es responsable de ce qui va pas bien aussi. Ouais, c'est sûr. Même si t'as rien à voir là-dedans, tu vas te faire blâmer anyway. C'est clair. Exactement. Donc là, on rentre dans le monde multipolaire. Vers où on s'en va, qu'on n'est pas encore, mais qu'on commence à rentrer. Puis on s'en allait déjà vers ça avant Trump. Je tiens vraiment à le préciser. Parce qu'à cause de la montée de la Chine et de plusieurs autres puissances régionales, on peut penser à l'Inde, on peut penser au Brésil, l'Afrique du Sud, vraiment dans sa région aussi, la Russie qui est toujours une épine dans le pied d'à peu près tout le monde, l'Union européenne. Mais c'est juste que Trump vient accélérer ce changement-là. Puis ça va être quoi justement ces changements-là? Tout d'abord, l'affrontement, il risque moins d'être entre des idéologies économiques comme on a vu par le passé. La Chine, c'est sûr que c'est pas une économie de marché, mais quand même très proche du capitalisme malgré ça. Elle essaiera pas, elle va essayer de montrer peut-être un autre visage du capitalisme, mais elle essaiera pas de changer le système ou puis d'imposer du communisme comme l'URSS l'avait fait avant. T'sais. Donc il n'y a pas vraiment d'alternative majeure qui est proposée. Puis en fait, je pense que ce qu'on risque plus de voir, c'est des affrontements. Puis là, j'utilise affrontements dans le sens large du terme, là, je parle pas nécessairement de confrontation militaire, mais ça dans le but de contrôler le système international puis les systèmes régionaux. Donc justement, ce qu'on voit par exemple, c'est l'émergence d'un système alternatif que la Chine est en train de faire. Puis Anthony, tu vas nous en parler justement la semaine prochaine un peu plus en détail, mais elle a fait par exemple elle commence à construire sa propre alternative à la Banque mondiale, en tout cas à la Banque asiatique pour le développement qui est sous l'égide de la Banque mondiale, pour montrer que, hey, on est présent, c'est envoyer un message à ses voisins. Elle va faire justement ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie, qui s'appelle Belt and Road Initiative, donc l'initiative de la ceinture et de la route, qui sonne extrêmement mal en français, mais qui a pour but de faire des liens commerciaux jusque vers l'Europe, comme dans le temps justement d'anciennes routes de la soie. On parle justement de routes commerciales, autant des routes comme des autoroutes que des routes ferroviaires, que des chemins maritimes aussi pour se rendre jusque-là, mais aussi d'amener de l'infrastructure comme des infrastructures pour l'Internet, par exemple, les télécommunications, un peu partout, dans le but que les pays autour se développent comme eux autres, puis qu'eux puissent envoyer leurs excédents commerciaux aussi, tu sais. Fait qu'on se retrouve finalement avec un peu le même principe de zone d'influence qu'on retrouvait pendant la guerre froide, mais au lieu que ce soit très politique, ça devient beaucoup plus économique. Ça va être économique et politique, je pense. Mais ça va être moins militaire, peut-être. Moins axé selon les axes militaires, justement, comme on le voyait, qu'on avait vraiment l'OTAN d'un côté puis le pacte de Varsovie de l'autre. C'était vraiment ça qui déterminait. Là, je pense que ça va être plus justement dans le système économique. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi. Puis justement, ce qu'on va voir, c'est que les décisions d'alliance des pays
vont pas se faire selon une idéologie comme on l'a vu par le passé, mais selon des intérêts stratégiques. Fait qu'on va voir un pays qui va aller se promener. L'Europe de l'Ouest, par exemple, va plus être axée sur les États-Unis comme elles l'ont été vers le passé. Elles vont se promener un peu partout. On va faire les liens avec la Chine quand c'est pertinent. On va le faire avec l'Iran quand c'est pertinent. Avec les Russes, la même chose. Juste parce que justement l'intérêt économique va être là ou l'intérêt stratégique au sens plus large va être là. Beaucoup plus que mais nous autres c'est le capitalisme qu'on défend, nous autres c'est la démocratie qu'on défend. Ça fait moins de sens à défendre de toute façon, étant donné que tout le monde est rentré un peu dans le bateau. Ben c'est ça, exactement. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas vraiment d'affrontement idéologique, je pense. Ça va juste être c'est quoi le moyen de s'assurer de faire plus d'argent puis de mieux survivre dans ce monde-là, tu sais. Puis justement, c'est ça, si on veut lister un peu les puissances, je l'ai fait un peu rapidement tantôt, mais les puissances qui peuvent prétendre avoir un plus grand contrôle à l'échelle globale, ça reste les États-Unis, ça va toujours en rester une, en tout cas pour vraiment longtemps, et la Chine aussi. Mais c'est ça, il n'y en a aucun des deux qui va réussir à avoir un contrôle comme les États-Unis là, en ce moment, ou même juste avoir un retour à la bipolarité comme on l'a vu entre les États-Unis et l'URSS. Parce qu'il y a des puissances régionales qui sont en émergence, qui vont influencer les pays autour d'eux, justement. Puis là, c'est qu'il va y avoir des guerres d'influence, puis certains vont se retrouver entre 2 ou 3 pays même qui vont jouer dans ces plates-bandes-là, puis qui vont se faire envoyer de l'argent, qui vont se faire envoyer de l'aide, des infrastructures, puis tout ça. Il va y avoir une réelle bataille, justement, pour avoir ces pays-là de notre bord le plus possible. Donc, ces puissances régionales-là, on pense à l'Union européenne, si elle réussit à régler ses problèmes. On pense à la Russie, mais encore là, je pense que ce n'est un peu sur le déclin. Il y a de moins en moins de monde qui sont là. Ils ont de la misère avec leur économie. Ils ont trop le réflexe encore de se voir comme étant une super puissance mondiale, ce qu'ils ne sont plus, puis ce qu'ils ne vont pas redevenir non plus. On peut penser à l'ASEAN, qui est l'association des nations d'Asie du Sud-Est. Donc Thaïlande, Vietnam, Indonésie, c'est une dizaine de pays. Qui ont des très bonnes relations ensemble. Cette organisation-là existe depuis 50 ans, si je ne me trompe pas, puis qui peut faire un certain contrepoids à la Chine dans une certaine mesure. Ça représente une grosse population. Ouais, c'est énorme. C'est pas loin du milliard, tout mis ensemble, ce monde-là. Le Japon va continuer encore un peu, plus par sa puissance historique que d'autres choses, mais encore un peu sur le déclin. Le Brésil en Amérique du Sud, je veux dire, c'est énorme. C'est 250 millions de personnes qui habitent là. Il y a une croissance économique vraiment importante. Malgré les problèmes de corruption. Malgré les problèmes de corruption, ils vont quand même... Il y a beaucoup de pays en Amérique du Sud, justement, qui suivent le Brésil. L'Inde va faire un autre contrepoids à la Chine. Encore là, ça va être le pays le plus populeux d'ici quelques dizaines d'années. L'Afrique du Sud, comme je mentionnais tout à l'heure, l'Éthiopie, le Nigeria, qui vont vraiment se battre pour l'Afrique, je pense. En plus, déjà, qu'il va y avoir des puissances comme la Chine, qui a déjà commencé pour avoir une plus grande mainmise sur l'Afrique, parce que le potentiel de développement est incroyable là-bas. Là. Ça va dépasser le milliard de personnes en 2050 aussi. Ça va être énorme comme continent. Justement, à cause de l'émergence de toutes ces puissances-là, il y a certains qui vont dire qu'on va plus vers un monde non polaire, ou ce qu'ils appellent le G0, en référence au G7, donc qui est comme le côté justement occidental de une rencontre des grands pays pour régler les problèmes, mais là qu'on va arriver à... Il y a tellement un trop grand nombre de centres de pouvoir, mais sans avoir un seul centre qui est capable de dominer les autres, ou plusieurs centres qui est capable de dominer les autres, vraiment limité à 2, 3, 4 ou 5, que ça fait qu'il n'y aura pas vraiment... Il n'y aura pas vraiment de centre qui va réussir à dominer. La Chine ne réussira pas à dominer, les États-Unis non plus, parce qu'il va y avoir trop de compétition autour d'eux. Justement avec l'Inde, avec l'ASEAN par exemple, dans le coin de l'Asie. Tu nous as amené le sujet en parlant justement comme quoi la venue d'un monde bipolaire a fait en sorte que le monde a vécu une période de relative paix. Ouais. Est-ce qu'on sent que justement dans un scénario où est-ce qu'on va se retrouver avec des puissances régionales qui ont tous leurs intérêts puis qui se retrouvent à s'affronter entre guillemets, mais s'affronter quand même sur les plans économiques et de développement de façon générale sur ces espèces de territoires entre deux. Ouais. Est-ce que justement il y a un risque accru de conflit à ce moment-là? C'est difficile à dire. Puis il y a deux visions qui dominent là-dedans dans le domaine des relations internationales. Tout d'abord, je pense que les risques de conflit entre les États-Unis et la Chine est limité. Je pense vraiment qu'on va tout de suite enlever les deux plus gros joueurs
de notre tête parce que justement, ils sont trop gros, ils ont trop à perdre, on a encore des armes nucléaires. Fait que je penserais pas. Je serais pas surpris de voir la Chine intervenir ailleurs, dans d'autres pays de façon militaire, si elle réussit pas à atteindre ses objectifs par des moyens plus pacifiques, en gros guillemets parfois. Là. Donc ça pourrait étonnamment être plus stable qu'un monde bipolaire parce que en tout cas, à moyen long terme, il n'y a personne qui peut s'imposer. Il n'y a pas un pays qui peut vraiment prétendre à reprendre le contrôle puis à ramener ça vers un monde plus unipolaire. Donc, les pays vont avoir moins à craindre d'un adversaire en particulier, puis ils vont chercher à maintenir la balance du pouvoir. Parce que justement, si tu sais que si tu t'attaques militairement à un autre pays, que tes chances de gagner sont pas évidentes, tu n'auras pas le goût de le faire. Puis là, c'est que ça va être la question. On va retourner en fait un peu à un monde pré-Première Guerre mondiale. Qui est allié avec qui? On se retrouvait avant, je vous rappelle les cours d'histoire qu'on a suivis un peu, mais avant la Première Guerre mondiale, on avait un système d'alliance extrêmement compliqué où dès qu'il y en a un qui rentrait en guerre, tout le reste de l'Europe suivait, puis c'est ça qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Ça se peut qu'on retourne à un système comme ça, mais que là, on a peut-être appris de nos erreurs, puis il n'y a personne qui va nécessairement oser faire ce premier pas-là. Puis ça va garder ça plus pacifique. Mais à l'inverse, justement, c'est qu'un État pourrait devenir paranoïaque, puis pour les mêmes raisons, avec la même réflexion, décider à la place d'attaquer de manière préventive un État qui perçoit comme étant menaçant, si là, il voit qu'à ce moment-là, OK, là, j'ai une chance. On a juste à penser à tout le discours qui entoure un possible conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord, qui, justement, pourrait lancer une troisième guerre mondiale si jamais ça se faisait. Puis là, c'est toute la réflexion de, OK, mais est-ce qu'on attaque avant qu'il y ait un problème? Parce qu'on a peur que justement l'autre nous attaque avant. Fait que c'est toute cette espèce de côté-là, très paranoïaque, qui peut faire surface. Fait que ça peut vraiment aller d'un bord comme de l'autre en termes de conflit. Parce que moi, mon autre crainte, en fait, ça allait plus dans l'autre sens. Quand on se retrouvait justement avec des guerres de proxy, est-ce qu'il y a un potentiel justement d'avoir davantage de guerres de proxy par justement la multiplication de ces pôles régionaux-là, que par exemple deux puissances en Afrique ou deux puissances en Asie s'allient avec des plus petits pays, puis finalement... Ouais, ça c'est possible. Puis justement, ce qu'on regarde, c'est... Je vais vous poser une petite question. D'après toi, tu le sais peut-être, Anthony, vu que tu as fait tes recherches sur ce que la Chine fait. D'après vous, c'est quel pays dans le monde qui a le plus grand nombre de bases militaires d'un pays étranger sur son territoire? Moi, j'aurais dit les États-Unis. Tu penses que les États-Unis ont des bases de puissance étrangère chez eux? Ah, des bases de puissance étrangère. Ok, excuse-moi, j'avais compris. Non, pas des de bases à l'étranger. Non, c'est évidemment les États-Unis. Okay. Mais c'est le pays qui reçoit le plus de bases étrangères chez eux. Bonne C'est question. une excellente question. Aucune idée. J'ai l'impression qu'on va être surpris. Le Djibouti. Le Djibouti. OK. Qui est capable de placer le Djibouti sur une carte? La côte est de l'Afrique. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a sur la côte est de l'Afrique? Canal Le de Djibouti. Suez. Oui, puis avant ça, en fait, c'est je me souviens plus du nom, mais c'est le détroit pour l'entrée vers la mer Rouge. Oui, c'est... ouais. Donc le canal de Suez. Donc le canal de Suez, plus loin, beaucoup plus loin, quand même. Mais non, mais c'est le chemin. Mais c'est le chemin qui est là, et justement, il y a énormément de cargaisons qui passent là. Il y a énormément de pétrole qui passe par là. C'est pas loin du golfe Persique. C'est pas loin du golfe Persique. Donc, géostratégiquement, géopolitiquement, c'est un point extrêmement important. C'est tout petit, là. C'est quelques dizaines de kilomètres seulement qui séparent le Djibouti du Yémen qui est en face. Et c'est un point, il y a une guerre au Yémen depuis plusieurs années, donc c'est un point qui est quand même chaud. Ben, la Chine a ouvert sa première base militaire à l'étranger il y a quelques années, au Djibouti. Les États-Unis ont une base là-bas, la France a une base là-bas, le Japon. Puis je pense que j'en oublie un autre, mais il y a 5 ou 6 pays qui ont des bases là-bas. Et justement, ça revient à ce que je disais tantôt à l'Afrique, c'est que ça commence à placer les jetons justement pour une course vers l'Afrique. La Chine investit déjà massivement. Il y a beaucoup d'autres pays aussi qui le font, mais la Chine en particulier. Ça crée aussi une sorte de dépendance de la part de ces pays-là par rapport, sans devenir nécessairement des États clients, étant donné que le développement dépend beaucoup de ce pays-là, ben on va s'enligner de plus en plus dans la même direction que lui. Exactement, puis ça va être ça justement, ça va être la diplomatie par le chéquier. Là. Je te donne un chèque,
On va avoir un vote à l'ONU dans une couple de mois. Ça me ferait bien mon affaire que tu votes pour moi. Tu sais, des affaires de même. Ah, ouais. Peut-être pas dit de façon aussi claire, mais qui veulent dire ça. Puis même sans nécessairement que ça sonne comme une magouille, je veux dire, ça fait du sens dans la mesure où est-ce que l'État puis la population de cet État-là va être reconnaissant à l'égard de cette nation-là, puis ça devient un peu leurs amis. Exactement. Les ennemis. Puis je vais laisser le soin à Anthony de nous en parler là, un peu plus la semaine prochaine. Du côté négatif de ça, j'ai pas le goût de trop m'avancer dans ces plates-bandes. Mais ça, c'est le beau côté que, par exemple, que la Chine veut qu'on voit. Mais ça fait que dans certains cas, c'est ça va fortement augmenter les dettes, la dette nationale de ces pays-là. Puis là, ça crée d'autres problèmes. J'en dis pas plus. Mais c'est ça, que pour revenir à ce que tu disais un peu plus tôt, justement, sur les guerres de proxy, ben justement, le fait de voir des bases militaires commencer à se placer de plus en plus en Afrique, ça peut mener à ça, justement. T'sais, imaginez, justement, s'il y a une guerre qui vient qu'à se déclencher entre... pas exactement entre les États-Unis et la Chine, mais en tout cas entre des proxys entre les États-Unis et la Chine dans le coin du Djibouti. C'est pas gros le Djibouti, là. Les bases militaires doivent pas être si loin que ça, une de l'autre. Quelques centaines de kilomètres. Comment ça va finir, ça? Les dommages collatéraux sont vraiment risqués à ce moment-là. Exactement. Là, fait que si vous voulez... Population à risque. C'est les locaux qui vont payer au bout de la ligne. C'est sûr. C'est tout le temps ça. Anyway. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas mal tout le temps ça. C'est ça. Fait que je pense qu'on va peut-être voir un retour justement de ces guerres-là de proxy. Ou sinon, c'est que ça va être plus en termes économiques. C'est que ça va être là, on va avoir des compétitions entre deux systèmes économiques dominants ou plus dans les systèmes régionaux, par exemple en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est, puis pas centrale, pardon, mais l'Amérique latine au sens large. Ça va être de voir justement comment est-ce que ça va affecter le système de Bretton Woods. Le monde fait du commerce puis interagit de manière économique et financière basée sur les règles de ce système-là depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout massivement depuis la fin de la guerre froide dans les années 90. Mais là, qu'est-ce qui va arriver avec ce système-là? Ben, je pense qu'il va rester, mais il va être justement affaibli par les nouvelles alternatives régionales et internationales. Puis sa pertinence va être beaucoup moins évidente. Puis on risque en fait de voir une moins grande application des règles parce que ben, la Chine est en train de faire un système qui a des règles, mais qui a des règles qui sont à son avantage, qui sont peut-être à l'avantage de d'autres pays justement qui vont faire affaire avec la Chine, qui vont être dans la sphère d'influence de la Chine. Pourquoi est-ce que ces pays-là, qui avant étaient dans le système américain, pourquoi est-ce qu'ils resteraient là? Ou pourquoi est-ce qu'ils appliqueraient les règles autant qu'ils le faisaient avant? Fait que c'est toute cette question-là d'interaction entre les pays basée sur des règles qui est mise en jeu aussi. Ça va être de voir vers où on peut aller. Est-ce qu'on va juste être membre de plein de systèmes? Tu sais, le Canada... On le fait déjà un peu. On commence déjà à le faire de plus en plus. Puis ça, c'était avant Trump. Ça se faisait aussi sous Obama. La banque de développement que la Chine a mis en place, c'était en 2012 ou 2013, 2014, je ne sais plus. Puis dès le début, le Royaume-Uni, la France ont embarqué, l'Allemagne ont embarqué dans cette banque-là. Les États-Unis étaient en tabarnak pour dire le terme, c'était vraiment ça. Là. Le Japon et les États-Unis n'ont pas embarqué. Le Canada a dit au début qu'il n'embarquerait pas. Finalement, on a signé il n'y a même pas 2 ans. Fait que déjà là, on commence à jouer des deux côtés. T'sais. On prend même le traité transpacifique dont les États-Unis se sont retirés, mais que... Le pire geste, je pense, géopolitique puis géostratégique des dernières décennies. Non, c'était pas fameux. Le but, pour faire justement une petite parenthèse là-dessus, Obama, qui est vraiment un des architectes principaux de ce traité de commerce-là, qui représente, avec les États-Unis, qui représentait à peu près 40% de l'économie mondiale, là, c'est énorme, c'était le plus gros traité de libre-échange au monde. Le but de ça, c'est de faire ce qu'Obama appelait sa stratégie du pivot vers l'Asie. Les États-Unis étaient tournés vers l'Europe. L'Europe s'est mis sur pied depuis la Deuxième Guerre mondiale. On se tourne vers l'Asie parce que le lieu de croissance de maintenant, puis d'encore pendant longtemps, c'est l'Asie. C'est important de partager justement pour pouvoir en bénéficier par la suite. Exactement. Puis justement, c'est une façon aussi de contrer la Chine. C'est d'assurer une présence américaine qui est déjà là par des bases militaires. On pense au Japon, aux Philippines, ou même plus bas encore dans l'Asie du Sud-Est. Mais aussi d'assurer une présence économique qui est là. C'était ça le but de ce traité de libre-échange-là. Oui, c'était de faire la pièce. C'est sûr, c'est tout le temps ça le but. Mais il y avait une portée stratégique immense. Puis le Trump, dans la première semaine qu'il était élu président, il a dit « Moi, je m'en vais, c'est fini, c'est pas bon pour X personnes quelque part, je sais pas où. » Il n'y a pas tort, mais que dans le grand jeu, dans le jeu de toute la patente, c'est pas un gros argument, là. C'est vraiment
En tout cas, c'est le mot stratégique. Je pense les livres d'histoire dans 100 ans vont juger ça de façon extrêmement négative. Ouais, le procès va être dur. C'est ça qui va avoir causé un déclin accéléré des États-Unis. Parce que là, c'est toute leur présence en Asie qui est remise un peu en jeu. Ils vont être encore là. Ils vont continuer d'être un joueur important en Asie. Mais ils en seront de moins en moins capables. Là. Exactement, ça vient fortement diminuer leur capacité. Puis déjà là, un exemple qu'on voit de ça, c'est historiquement, les Philippines ils s'entendent pas très bien avec la Chine, sont très portés des Américains, c'est une ancienne colonie américaine. Puis déjà là, on commence à voir les Philippines qui se rapprochent de la Chine, malgré les différences historiques. Donc ça vient un peu à ce que je disais au début, les alliances sont plus idéologiques, sont plus historiques, ils vont être stratégiques, puis ils vont être économiques. Fait que déjà là, les Philippines commencent à voir que le vent commence à tourner du bord des États-Unis, puis ils se retournent, puis c'est un allié traditionnel vraiment important des Américains. Puis déjà là, on commence à voir ça. Il y a déjà ces indices-là que le monde est en train de changer. Donc, tu sais, attendez-vous pas à voir le Canada ou d'autres pays dénoncer les abus de droits humains en Chine. Non, ça arrivera pas. Non. Puis même nous autres, on va continuer d'être dans la sphère d'influence américaine parce que, on est 36 millions face à 330 millions d'Américains. On s'entend que on fait pas le poids. C'est comme notre gros voisin, on n'a pas le choix de dealer avec. Le 3/4 de nos échanges commerciaux, c'est avec eux. Même si là, on essaie d'aller voir ailleurs, ça va jamais contrebalancer ça. Mais même nous autres, on commence on regarde plus du bord de la Chine. Il y a des discussions pour faire un traité de libre-échange avec la Chine, justement, mais c'est ça. Attendez-vous pas à une défense des droits humains plus importante parce que stratégiquement, ça sera pas bon. Non. Donc encore là, s'il y a un pays qui fait bien, qui essaie vraiment de se prétendre comme un défenseur des droits humains, c'est le Canada. Là. Puis même nous autres, cette idéologie-là, elle commence tranquillement, ça va commencer à se tasser quand ça fera plus, quand ça marchera plus, tu sais. Puis c'est pour vous donner une idée justement de cette distance-là qui commence à se faire même entre nous les États-Unis. Il y a un remaniement ministériel cet été au fin juillet, début août. Puis ils ont changé le nom du ministre du Commerce international. Le titre maintenant, c'est ministre de la diversification commerciale. Ça, c'est un titre, là. La mission reste plus ou moins la même. Mais juste le changement de nom-là, c'est un message clair aux États-Unis. Puis oui, c'était pendant la discussion, pendant les renégociations de l'ALENA. Mais tu sais, ça reste encore aujourd'hui. Puis il y a encore des efforts aujourd'hui, justement, pour plus diversifier le commerce du Canada. Parce que avec Trump, on voit qu'on peut plus vraiment leur faire confiance, mais juste avec le monde qui change, pis cette apparition-là, tranquillement, pas vite, d'un monde multipolaire, on est mieux de mettre de placer nos pions un peu partout, tu sais. Puis je veux juste conclure avec l'ONU, qui est comme quand même, tu sais, qui est l'institution internationale la plus importante, qui est celle qui est peut-être la plus neutre aussi. Puis c'est la première fois qu'on va voir l'ONU dans un contexte multipolaire. Puis je pense que ça va être intéressant de voir où ça s'en va. Parce que on voit déjà une baisse importante des opérations de maintien de la paix depuis le début des années 2000 à cause des échecs, entre autres, que j'ai mentionnés tantôt en Bosnie pour Rwanda. Puis je pense que ça va continuer de diminuer parce qu'il y a de plus en plus de pays que ça ne fera pas leur affaire qu'on intervienne dans telle place parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vont jouer là-bas, justement, dans ce coin-là. Là-dessus, on va retourner peut-être un peu plus comme dans le temps de la bipolarité entre les Américains et les Russes. Mais c'est aussi une question de la pertinence de l'ONU rendue là. Je pense que ça va beaucoup dépendre de sa capacité d'adaptation. Ça fait déjà plus de sens que la France puis le Royaume-Uni aient un droit de veto puis qu'ils soient des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce que j'allais dire, c'est au-delà de la mission, c'est que c'est une institution qui aurait besoin d'une grande réforme au niveau de son organisation. Le Conseil de sécurité est une aberration historique. Là. Exactement. Mais juste l'élargir, ça serait peut-être une option. Ça peut être ça. Ben, il y a déjà des tentatives qui sont faites dans ce sens-là avec le Conseil de sécurité. Les discussions. Les membres temporaires. Les membres temporaires. Mais là, justement, de changer, peut-être d'enlever l'idée de membre permanent, d'élargir le nombre de membres permanents. Mais on s'entend, c'est ça. Déjà, la France et le Royaume-Uni, ça fait plus de sens. La Russie, à la limite, on peut encore s'ostiner, mais là, c'est une question de temps. Puis c'est que justement, on va voir des pays qui vont monter. Là. L'Inde, plus qu'1 milliard de personnes, c'est une des prochaines grosses économies de demain. Puis là, on va dire non, t'as pas à être là. Nigeria, qui va être un des pays, le troisième ou quatrième pays le plus populaire au monde d'ici les 2050. Puis ils sont pas là. L'Afrique en général, qui est juste pas représentée. L'Amérique latine non plus. Même chose. Pas du tout. Exactement. Fait que je pense que la pression est déjà là, mais elle va devenir de plus en plus forte pour modifier le système.
Puis s'ils réussissent pas, ben l'ONU va juste devenir de moins en moins pertinent. Je pense que l'ONU va continuer d'exister encore longtemps, mais justement, on pourra retourner à un moment où c'est un peu comme dans les premières années de l'ONU qui est encore en train de se placer, qu'on va juste douter de sa pertinence. Puis si jamais ils réussissent à s'adapter, ben ça pourrait devenir un forum de discussion vraiment intéressant entre toutes ces puissances-là. Puis peut-être garder un certain élément plus... Bon, j'ai de la misère à dire démocratique, mais je pense que c'est peut-être ça le mot plus proche, mais tu sais, justement, d'essayer de former des consensus sur des sujets, comme les changements climatiques, entre autres, qui vont toujours rester en background, tu sais. Donc voilà, puis juste pour terminer avec ma conclusion classique sur à peu près tous mes sujets, s'il y a un gros game changer qui peut changer qui peut changer la donne pour certains pays, puis faire que des pays, par exemple comme la Russie ou le Japon, qui sont en déclin, mais qui pourraient peut-être rester plus longtemps qu'on peut le croire, ben ça va être les technologies, je pense. Ça va être l'intelligence artificielle, dépendamment comment ça évolue, puis comment c'est propagé dans le monde. Puis comme s'il y a des pays qui réussissent à vraiment se positionner comme étant le leader, ou un des seuls leaders vraiment, là ça pourrait changer la donne, puis ça pourrait causer énormément de surprises. Fait que la prochaine course à l'armement sera pas pour du nucléaire, ça va être pour de l'armement technologique dans le style de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on voit déjà beaucoup, là. Tu mentionnais la Russie, c'est parmi les meilleurs pirates informatiques au monde. Ouais. Puis je veux dire, beaucoup de prouesses de piratage, qu'on a de la difficulté à identifier la source, les soupçons sont toujours tournés vers eux, puis c'est pas par paranoïa ou par conspiration, c'est vraiment parce qu'on constate que leur système fonctionne puis qu'ils ont su développer justement des bonnes connaissances dans le domaine. C'est ça, puis Poutine a été clair là-dessus, il l'a dit à quelques reprises, le pays qui va dominer l'intelligence artificielle va être le pays qui va dominer le monde, puis ça envoie un message clair sur ce que la Russie veulent faire. La grosse question, c'est est-ce qu'ils ont les moyens? Puis ben, moi, je pense qu'à l'échelle globale, ils n'ont pas. Là. Mais tu sais, déjà là, qui parlent de on va faire une armée de robots, puis ils vont prendre des décisions par eux-mêmes de tuer ou pas, ça envoie un message clair sur ce qui s'en va vers eux, puis c'est ça qui peut contrebalancer certains éléments démographiques qui jouent contre eux. T'sais. Donc voilà. Super intéressant. Fort intéressant. Vraiment. Si. Je sens qu'on a fait aussi beaucoup de liens avec la discussion qu'on va avoir la semaine prochaine. Je pense donc, aussi, on a mis la table un hâte. peu. Là, on va entendre ça. Là, j'étais plus du côté occidental, un peu plus du côté américain. Je pense qu'on va avoir un beau contrebalance du côté chinois. Des choses qui se passent déjà, qui sont un peu épeurantes, très intéressantes en tout cas. Fait que j'ai bien hâte qu'on en jase, Anthony. Ouais, moi aussi. Puis maintenant, Sam, là, je pense qu'on est dû pour détendre l'atmosphère un peu. Parle-nous donc de Synthwave encore. J'aime ça le Synthwave. Je commence à découvrir ça un peu grâce à toi. J'espère que nos auditeurs aussi. C'est bien relax comme style de musique, c'est le fun. C'est un genre super intéressant, puis particulièrement quand on regarde en fait là d'où il vient. Je trouve que c'est un mouvement, parce que bon, Synthwave, ça le dit, c'est la vague du synthétiseur. Dans l'histoire de la musique, on retrouve beaucoup justement des mouvements musicaux qu'on va appeler wave parce que ça déferle finalement sur un auditoire qui est de plus en plus large au point d'atteindre à un certain moment les audiences les audiences plus larges, plus mainstream. Puis je trouve que le synthwave justement, c'est une vague qui est née non pas d'un endroit ou d'un milieu, mais vraiment d'une communauté virtuelle finalement, donc des gens d'un peu partout dans le monde qui se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes intérêts à l'égard justement des années 80, l'espèce de nostalgie de ces films de série B, de ces éléments de culture finalement qui sont disparus, qui sont devenus autre chose, puis on va venir en faire un pastiche qui frôle parfois la parodie, mais toujours dans un but de clin d'œil. Puis je trouve que là-dessus, c'est ça. Synthwave, c'est super intéressant comme phénomène, puis c'est super large. Puis le groupe dont je voulais vous parler aujourd'hui, Gunship, montre justement à quel point le mouvement est large. C'est un groupe qui vient de Grande-Bretagne, qui est en fait un side project électronique de membres d'un autre groupe du nom de Fightstar, qui est en fait tombé en pause en 2010. Justement parce que les deux membres principaux du groupe, Alex Westaway et Dan Hay, ont voulu en fait
explorer justement ce genre qui avait commencé à apparaître là, à la fin des années 2000. Puis vraiment, on sent que sont motivés, sont inspirés par la culture des années 80. Puis en fait, ils sont vraiment reconnus pour leur style de vidéo qui ont... Ben, pas leur style de vidéo, mais je veux dire leurs vidéoclips qui ont des styles en fait qui sont très variés les uns des autres, mais qui font toujours des références assez claires, autant au slasher movie que au cartoon des années 80. Puis vraiment, on voit qu'il y a comme toute une palette de genres qui est explorée à travers ces vidéoclips dans une musique qui, oui, ressemble beaucoup aux autres groupes synthwave dans l'utilisation des instruments, donc beaucoup de synthétiseurs, puis des synthétiseurs vintage, comme des vieux synthétiseurs Yamaha, des Minimoog, etc. Mais en adoptant une structure qui fait beaucoup plus pop-rock, donc alternance, couplet, refrain, bridge, avec beaucoup de paroles. C'est un genre, en fait, qui est vraiment particulier, qui ressemble, pas qu'étant particulier dans le contexte de la musique électronique, mais dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de paroles, c'est très mélodique comme musique, mais ça reste de la musique, alors qu'eux chantent beaucoup dans leurs chansons, puis la voix du chanteur, oui, ils ont des chanteurs invités, mais ils ont un chanteur principal qui est justement un des anciens membres de Fight Star. Donc, il y a cette identité-là, dans ce groupe-là, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres groupes de synthwave. Puis, justement, là, qui est peut-être plus rattaché à la pop. Puis, dans ce sens-là, je trouve que vraiment, il s'attaque à des territoires non défrichés par le genre. Puis c'est pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est vraiment un bon groupe pour commencer à s'intéresser au genre. On parle souvent de Carpenter Brut, Perturbator, puis même le groupe dont je vous parlais, Dance with the Dead, qui est un des plus vieux en fait, qui a été professionnellement en activité. Mais je trouve pas que c'est des groupes qui sont nécessairement faciles à s'embarquer dedans quand tu vas avoir une première approche, alors que Gunship lui permet vraiment de faire le saut quand tu arrives d'un monde plus rock alternatif, pop rock, puis de rentrer dans cet univers-là qui est absolument décalé. Ça m'appelle justement de la façon dont tu le décris, le côté plus rock alternatif, punk rock justement, pop rock, non. Je pense à quelqu'un comme toi, justement, ouais, je me retrouve là-dedans. Qui, oui, est intéressé par le genre, mais qui... Je le connais pas vraiment non plus. Exactement, qui a pas un background d'intérêt musical qui va dans ce sens-là. Donc, vraiment. Là, puis le deuxième album, on sent qu'ils ont upgradé leur qualité d'enregistrement. Pour vrai, ça, c'est quelque chose qui revient dans les critiques que j'ai lues. La qualité d'enregistrement pour un groupe synthwave qui est très reconnu, en fait, le mouvement comme étant un mouvement de DIY, donc où est-ce que les gens apprenaient eux-mêmes à composer leurs samples, leurs loops, etc. Alors que là, on se retrouve vraiment avec une qualité de studio, avec une qualité d'écriture aussi, où est-ce qu'on voit que les musiciens, c'est des musiciens de carrière, ce sont des très bons musiciens, très cohérents, puis avec des mélodies qui sont très accrocheuses. Cela vraiment à travers beaucoup de références à la culture pop. Par exemple, puis je trouvais ça vraiment drôle parce que c'est un peu comme c'est une mise en abîme de plusieurs degrés, mais ils ont une de leurs chansons qui s'appelle Artemis and Parzival, qui est en fait une référence claire à Ready Player One. Parzival, qui est une œuvre de Ernest Cline, dont le film a été adapté par Steven Spielberg, où est-ce que justement le film ou l'œuvre originale est composé principalement de références culturelles. Ah oui, c'est juste ça pour l'avoir lu, là. Très bon livre, soit dit en passant, mais oui, c'est juste ça. Gunship vise justement cette espèce d'approche-là, de tout le temps aller chercher des éléments de culture puis de construire leurs histoires dans leurs chansons à travers ça. La pièce éponyme Dark All Day est une référence à The Lost Boys, un classique des années 80 justement. Puis on retrouve d'ailleurs beaucoup de références aussi au film de John Carpenter à travers leur œuvre. D'ailleurs, un de leurs vidéoclips a été tourné en collaboration avec John Carpenter. Donc ça vous donne une idée. Ah, c'est cool. Donc, Carpenter réalisait ou il était présent dans le clip? Il me semble qu'il participait à la réalisation. Il me semble que vraiment ça a été une commande à son égard qui était intéressé par le projet. Enfin, je vous informerai plus là-dessus puis vous nous tiendrez au courant. Mais cela dit, Dark All Day, vraiment... un album qui
m'a frappé justement parce que j'aurais aimé découvrir le genre à travers eux puis explorer ensuite les différentes branches parce qu'au final on se perd beaucoup. Le synthwave c'est vraiment large puis comme j'ai dit c'est une vague donc les genres qui en découlent sont variés puis des fois on va venir toucher un petit peu plus à l'industriel, des fois vraiment on va aller jouer un petit peu plus dans des compositions qui font new wave par moment puis on pense à d'autres artistes là, qui vont aller beaucoup plus dans un style dark wave, dark electro. Donc vraiment, là, on se retrouve avec une palette très large. Puis je trouve que Gunship, pour ça, représente bien une espèce d'essence, une espèce d'initiation particulière. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, finalement. Donc l'album Dark All Day qui est sorti en octobre dernier. Ben, je ne peux que témoigner, Gunship est un groupe... c'est une révélation pour moi, franchement. J'ai fait venir le CD de l'autre bord de l'océan parce que je voulais la boire. Le premier. Wow. Ouais, le premier. Il était discontinué au Canada, puis ça m'a coûté de beurrer, ce CD-là. Mais je l'aime. Garde-le précieusement. Oui, monsieur. Ben merci Sam, ça a vraiment piqué ma curiosité, j'ai vraiment envie d'écouter ça, ouais. J'espère que vous allez l'écouter. Aussi, on te remercie Marc-André pour ta chronique, c'était Ça fait plaisir. fort intéressant, fort instructif. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous sommes disponibles sur YouTube. YouTube! Ouais, Bono nous présente des fois. Il fait son show, il est comme, hey, la gang qu'on jase là. Si vous allez voir la prochaine tournée de YouTube, ça se peut qu'on parle de nous. Avec le même accent. Mais pour l'instant, comme Sam disait, ça va être plus rapide de nous voir sur YouTube. YouTube, donc, Apple Podcasts, Google Play, ainsi que Podbeans. Je vous rappelle de partager et d'aimer notre page Facebook. Nous sommes aussi sur Instagram, donc allez voir nos photos. On présente les étiquettes de bière principalement. Ouais. Donc c'est une bonne façon en fait de les repérer en boutique. Donc je vous remercie Rosemary, Merci. Marc-André, Ça fait plaisir. Anthony. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Ouais.